Bien. Alors, oui, j'ai commencé par dire, mesdames et messieurs, je crois que le mieux c'est de dire chers amis, nous avons ici ce soir un professeur d'histoire qui enseigne à la Sorbonne et qui est Tlemcenien. Vous savez, toutes ces qualités accumulées font de lui un invité privilégié et qui saura parler mieux que moi, évidemment, parce que bon, les romanciers sont ce qu'ils sont, ils ne sont pas historiens. C'est rare, en tout cas. Donc, il va vous présenter les choses, il va vous parler de Tlemcen, sans doute de son histoire. C'est monsieur Hadi Ben Mansour, professeur à la Sorbonne. Je vous remercie, mon cher maître. Bien, d'emblée, je voudrais exprimer un regret. Celui, malheureusement, de n'avoir eu connaissance de ce livre qu'en début de cet après-midi, quand je l'ai reçu. Cela, c'est une façon de dire pour leur demander d'avance, tant à M. Hachmi Bonjar, à Mohamed Dib et au public, toute leur indulgence à mon égard, et puis pour présenter également mes excuses. Voilà un livre, donc, sur Tlemcen. C'est déjà un événement. Un livre sur Tlemcen écrit par Mohamed Dib, c'est un événement encore plus grand. Et aujourd'hui, je ne voudrais pas intervenir comme spécialiste, mais uniquement comme tlemcenien. Je voudrais dire ce que j'ai ressenti en feuilletant, en ne faisant que parcourir ce livre. Je dois dire que ce livre fait du bien. Et personnellement, il m'a fait beaucoup de bien. En le parcourant, j'ai ressenti ce que ressent tout Tlemcenien, je crois, qu'il soit homme ou femme, riche ou pauvre, algérien ou étranger. J'ai ressenti cet univers qui marque tout Tlemcenien, et j'ai ressenti également cet univers qui s'adresse à tous les sens, ainsi qu'à l'esprit, et à la combinaison de tous les sens. Grâce aux photos qui figurent dans ce livre et au merveilleux texte de Mohamed Dib, très intimement imbriqué, il s'opère un charme. Un charme fait de mesure, de sobriété dans l'exposition, si vous voulez, des souvenirs. Un charme fait également de délicate sensibilité, ce qui est tout à fait naturel et bien connu chez Mohamed Dib. Enfin, un charme fait d'une intense émotion. Le tout livré en pointillé, en évocations allusives. Et là, on reconnaît tout l'art du pointillisme de Mohamed Dib, qui, page après page, image après touche et touche après image, fait affluer en nous tant de souvenirs de Tlemcen et fait en nous
reconstruire tout cet univers que porte en soi le tlemcenien. Ce charme a bien opéré en moi. Et en feuilletant ce livre de Tlemcen, j'ai tout vu, tout entendu, tout senti. De Tlemcen, j'ai vu le dédale de ces ruelles ombragées, tortueuses et sombres. J'ai vu également la vie grouillante du centre-ville et le Medres, appelé maintenant Saht Chouhada depuis l'indépendance, avec ses baraquements ou cette allée à profusion fruits et légumes et quartiers de bœuf ou de mouton. J'ai vu Ami Ben Ouda qui vendait la tarte aux pois chiches, Karen qui faisait le régal des enfants et qui a été remplacé, mais peu avantageusement, par Sbayhi. J'ai vu également Bab Sidi Boumediene avec ses charmeurs de serpents et ses montreurs d'autruches. J'ai vu Bab Sidi el-Bradaï et Bab el-Qarmadine que l'on franchissait pour se rendre à Ain el-Hout ou pour traverser la longue plaine, la grande plaine de l'Hnaya. J'ai vu aussi ces foules festives à Ain Ouazouta, en liesse, au milieu des Issawa, des Gnawa ou des Hamdawa, à l'occasion de Eid al-Sghir ou Eid al-Kibir. J'ai vu toutes les mosquées avec leurs tours, que sont les minarets, et tous les oratoires de quartier avec leurs goubas, tous ces oratoires si familiers aux Tlemceniens qui, pour la plupart d'entre eux, sont Hammalin al-Qur'an, porteurs du Coran en mémoire et en cœur. J'ai vu tous ces vergers luxuriants qui entouraient Tlemcen. Mais de Tlemcen, j'ai également senti, tout senti. J'ai senti l'odeur du pain chaud et rond du four banal de quartier. J'ai senti également les odeurs emmêlées de toutes sortes d'épices de la rue de Mascara. J'ai senti l'odeur de l'aubergine frite préparée pour la fameuse brania. J'ai senti l'odeur des grillades chez les Hammassines, les gargotiers du Medres. J'ai vu et j'ai senti l'odeur de la terre après l'orage de l'été. Et j'ai entendu. Alors, j'ai entendu le bruit confus que font les petits-enfants dans les écoles coraniques quand ils psalmodient le Coran en se balançant d'avant en arrière.
j'ai entendu le chant, comme on dit, le chant du muazzin, du muezzin, qui ponctue la journée. J'ai entendu le doux murmure des jets d'eau dans les patios. Le doux murmure également des 100 fontaines publiques de Tlemcen et celui de la Mtchkana. J'ai également entendu les proclamations nasillardes des marchands ambulants vantant leurs marchandises, ainsi que les clameurs des femmes appelant leurs petits-enfants aux heures des repas. J'ai entendu les apostrophes babillardes de ces mêmes femmes s'échangeant des nouvelles entre voisines de terrasse en terrasse. J'ai entendu le dhikr interminable des Darqawa à Bab Ali. J'ai entendu Sheikha Tetma qui chante la vigne grimpante des patios de Tlemcen. Et j'ai entendu Cheikh Redouane et Cheikh Abdelkrim Dali et le maître Cheikh Al-Arbi Bensari qui débutaient chacun de ces concerts de musique dite andalouse par تلمسان يا العالية محلاك للسكنان فيك الحمام والإمام وتالتهم سلطان فيك ولاد وشبان يقرأوا القرآن إلى آخره. Enfin, grâce à ce livre de Tlemcen, j'ai tout vu, j'ai tout senti, j'ai tout entendu. Et j'ai pensé, depuis des siècles, combien a-t-il fallu d'hommes d'art, de lettres et de sciences? Combien a-t-il fallu de ulama et awliya, de qadi, et d'artisans? Combien a-t-il fallu d'artistes et d'écrivains comme aujourd'hui Mohamed Dib pour d'abord élaborer et pour ensuite maintenir vivace ce raffinement civilisationnel que l'on trouve à Tlemcen. En feuilletant ce livre tout à l'heure, c'est tout un univers qui a affleuré à ma mémoire. Et comme je vous l'ai dit, ce livre m'a fait beaucoup de bien et m'a procuré une délicieuse nostalgie. De cela, et surtout d'avoir bien voulu, d'avoir voulu garder et cultiver notre mémoire, que je rends aujourd'hui grâce et hommage à Mohamed Dib. Merci, cher Habib Mansour. Merci. Vous avez raison de l'applaudir. Ce serait bien que je vous raconte à mon tour la genèse de ce livre.
C'était le dernier livre que j'aurais pensé à écrire. Ça peut paraître curieux, mais c'est tout à fait naturel. Moi, en quelque sorte, Tlemcen m'habille, je vis Tlemcen, je la sens, etc. etc. Je n'avais pas besoin d'écrire spécialement un livre sur Tlemcen. Alors, comment ça c'est venu? Un photographe, un jeune photographe parisien, qui s'appelle Philippe Bordas, est allé, sans que je le sache, à Tlemcen et dans les environs de Tlemcen pour prendre quelques photos de sites où se situent certaines scènes de mes premiers romans. La Grande Maison, l'incendie, le métier tissé. Et à son retour, il me fait signe, je ne le connaissais pas jusqu'à ce moment-là, et il vient et il me dit, voilà, regardez les photos que j'ai prises sur tel et tel endroit. Alors bon, et pourquoi faire? Et il me répond, pour faire une exposition, tout simplement, à commencer par Tlemcen, une exposition qui serait allée plus tard dans d'autres villes, peut-être en France, mais c'était prévu uniquement pour l'Algérie. Alors, au cours de la conversation, je lui dis, mais tenez, j'ai fait de la photo, je me rappelle maintenant que j'ai fait de la photo, mais il y a une éternité de ça. Je sors les photos, je les lui montre, j'avais encore les négatifs, c'était des photos prises en 1946. Ah, il me dit, mais c'est très bien, on va voir ça, on va voir ce qu'on peut en faire. Et, avec les photos et les négatifs, il va voir lui-même un éditeur sans que je sois au courant non plus cette fois-là, encore. Et donc, l'éditeur est tout à fait d'accord pour publier ces photos seulement. Les photos, les siennes et les miennes, alternées. Les miennes de 1946, je le rappelle, et les siennes de 1993. Et montrées. Elles ne coïncidaient pas. C'était pas les photos de Philippe Bordas et les miennes n'ont pas pris les mêmes sites, ni les mêmes quartiers, ni les mêmes endroits, mais certaines tout de même se recoupaient. Bien. Alors, avec l'éditeur, il lui dit, mais ça n'est pas le même appareil que vous avez utilisé l'un et l'autre. Ce qui serait bien, c'est de retrouver le même type d'appareil que j'ai utilisé. C'était un Rolleiflex de l'époque. Ce Rolleiflex, vous voyez ce que c'est un appareil avec une lentille qu'on regarde comme ça d'en haut, et le format de la photo, en général, est carré. Alors, problème. Et Philippe Bordas, de chercher, il ne s'est pas découragé, et il a retrouvé. Il a trouvé, plus exactement, un Rolleiflex, et il est retourné en Algérie, et il a refait des photos à peu près aux mêmes endroits. Donc, c'était prévu pour une exposition. Bon, j'avais à faire des légendes, mais des légendes, bon, il y a, je me rappelle, il y a des enfants, il y a un bambin qui boit à la fontaine. J'ai dit, mais qu'est-ce que je vais mettre comme légende? Enfant qui boit à la fontaine. Ben, c'est évident, ça se voit. Et souvent, d'ailleurs, les légendes des photos sont superfétatoires. Donc, et si on écrivait un texte? Voilà la suggestion qui est venue par la suite. Moi, j'ai soupiré à ce moment-là parce que, bon, le travail ne me manque pas, et quand j'arrête de travailler, je me repose aussi. Et puis, je me suis décidé, et je me suis dit, il y a peut-être quelque chose à faire, et c'était uniquement sur l'époque de Tlemcen que j'ai connue au cours de mon enfance. Pas question d'aller au-delà. Alors bon, j'ai commencé. Évidemment,
peu à peu, vous savez, c'est comme la bobine, vous tirez le bout du fil, et puis il en vient, il en vient, il en vient. Et il en est venu pas mal. Le livre qui est là ne représente pas le 10e peut-être du texte que j'ai commencé à écrire sans le mettre au point. Heureusement, parce que bon, ça demande beaucoup de travail de mettre un texte au point. Je n'ai mis au point que le début. Mais en même temps, parce que c'était vécu, ça faisait partie de mon enfance. Autrement dit, tout ce que monsieur le professeur Ben Mansour vient de dire, évidemment je le connaissais, je pouvais le raconter, mais en même temps j'avais tout de même une expérience très particulière. C'est l'expérience de l'écriture. J'avais commencé tôt à écrire comme tous les gosses. Vous savez, il y a beaucoup de gosses qui commencent très tôt à écrire des poésies, des petits textes, etc. Ben, j'avais commencé comme ça. C'était pas, je n'ai pas la prétention de dire, de vouloir dire, de laisser entendre que j'avais déjà une vocation d'écrivain et que j'avais commencé. Non. Non, je me suis rappelé comment je m'installais sur une meida dans la cour de la maison que nous habitions pour faire mes devoirs et en même temps griffonner, faire des travaux d'écriture. Puis les réflexions qui me venaient à ce moment-là sur ce travail de l'écriture, où ça allait, où ça menait, etc., etc. Et le livre s'est greffé en réalité plus sur cette interrogation, parce que l'écriture, on a des interrogations spécifiques qui se posent à propos de l'écriture, mais l'écriture vous pose, vous impose plus exactement de vous interroger sur vous-même. Quand on prend la plume et quand on commence à écrire, c'est d'abord à soi-même qu'on s'adresse, on se prend pour son propre interlocuteur, et évidemment on se pose toutes sortes de questions. Bien sûr, je ne vais pas entrer dans le détail de ces questions parce que ça nous mènerait loin. Ce sont des questions souvent d'un intérêt vital pour la personne, quelle qu'elle soit. Ce sont des questions graves et les réponses ne sont pas toujours évidentes, elles ne viennent pas d'elles-mêmes, on se pose. Alors, bon, c'était pour moi le départ pour une aventure. Voilà, c'était cette aventure. Mais le fait qu'une aventure, il n'est pas indifférent, voilà, je veux dire. Il n'est pas indifférent qu'une aventure de ce genre prenne naissance dans tel ou tel lieu. Ça n'est pas indifférent que ce soit à Tlemcen, pour moi, que les choses, et dans des lieux bien situés, des maisons bien, j'allais dire particulières, si ça ne prêtait pas à confusion. Donc, dans des lieux, et de fil en aiguille, voilà, le livre s'est fait. Il ne s'est fait que pour cette partie de mon enfance, je le répète encore une fois. Et je me suis posé beaucoup de questions, en fait, c'est ça. Ce livre est fait plus d'interrogations que de rappels de certains souvenirs. Parce que ces souvenirs, ce genre de description, plus exactement, ont été faites par beaucoup de gens et bien faites. Donc, à vrai dire, je n'avais pas à revenir là-dessus. Et je ne voulais surtout pas faire un voyage sentimental dans le passé. C'était pas ça. Bon, chacun a sa façon de voir les choses. Voilà, ce livre est né comme ça. Et donc, c'est une naissance un peu miraculeuse, si on peut dire.
Voilà. Je vous remercie de votre attention. Bien. Je crois que maintenant nous allons laisser place à quelque chose de beaucoup plus sérieux. La musique. Et la musique de Tlemcen. Ah, oui, je vous en prie. Parlez fort. S'il y a un micro, je ne sais pas si on peut vous passer un micro. Allez-y. Je vous en prie. Ah, ça se voit. Pour moi, je veux dire. Ah oui, il y a une tendance à mythifier en quelque sorte. Ah. Qu'est-ce que c'est que ce paradis? Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est ça la question? Comme les Tlemceniens parlent de Tlemcen. Ah, voulez-vous que je réponde là tout de suite? Je réponds là. Vous voulez que je réponde là à cette question? Eh bien, écoutez, ce qui se passe pour Tlemcen, évidemment, et pour n'importe quelle autre ville, mais je dirais pourquoi, plus spécialement pour Tlemcen, mais pour, pardon, excusez-moi, pour toutes les villes, c'est quand le patrimoine que constitue une ville est menacé que nous voulons en garder le souvenir, nous voulons l'imprimer dans notre mémoire. Alors, les Tlemceniens qui vivent à Tlemcen, eux, à l'évidence, ils n'en parlent pas, ils n'en font pas tout un plat, dirais-je. Mais nous qui ne sommes pas, voilà, c'est ça. Alors, il y a bon, à l'évidence, chez tout le monde, il y a la nostalgie, c'est une chose qui existe. Il y a la nostalgie et il y a le fait que ce qui nous fait parler ainsi aussi de Tlemcen, c'est la crainte que ce que nous avons connu, dont notre enfance a été entourée, de voir se perdre cette chose extrêmement précieuse. Vous savez, des choses les plus ordinaires, quand c'est à nous qu'elles arrivent, et surtout à nous, à l'âge de l'enfance, donc à nous qu'elles arrivent, quand ce sont des maisons, des ruelles, des places qui sont, disons, banales prises en elles-mêmes. Mais quand c'est nous qui avons vécu là, et ce n'est pas parce que c'est nous, parce qu'il y a toutes les relations que nous avons, tous les événements que nous avons vécus dans certaines places, événements heureux ou malheureux, bien tout ça marque
le cadre de vie, le site, le paysage, tout cela marque. Ça n'est plus seulement des murs ou des jardins ou de l'asphalte par terre dont il est question. Il est question de quelque chose de beaucoup plus riche, qui sont nos sentiments. Nos sentiments et des sentiments d'autant plus vifs qu'ils ont été éprouvés dans l'enfance. Alors ça, évidemment. Alors Tlemcen en particulier, évidemment, vous le savez bien, puisque vous êtes tlemcenien, c'est une ville qui a une aura. Il n'y a qu'à prendre des livres, soit des livres d'histoire, soit des livres de voyageurs, soit des livres de Tlemceniens eux-mêmes. Eh bien, il y a un riche passé dont cette ville peut s'enorgueillir. Il y a un passé de culture, un passé, il y a de nombreux poètes, de nombreux philosophes, etc. Comment s'appelle-t-il, le grand Abdurrahman Ibn Khaldoun y a vécu. Or, des personnalités comme ça, ça ne reste pas sans marquer le souvenir, sans marquer dans le souvenir, pas la ville peut-être, mais dans le souvenir de ses habitants. Et puis des poètes comme Ibn Musayyib et autres, et Ibn Salah, et des mystiques comme Sidi Boumediene, comme Snoussi, et d'autres. Voilà, Sidi al-Haloui. Vous connaissez la légende de Sidi al-Haloui qui a tout abandonné, etc., pour se mettre à vendre des sucreries pour les enfants, et parce que il est arrivé à une étape de mysticisme qui lui commandait un retour vers la simplicité et la nudité en quelque sorte. Bon, tout ça, évidemment, même si c'est ignoré, même s'il y a des habitants de Tlemcen qui l'ignorent, eh bien, ça marque, disons, leur subconscient. Dans leur subconscient, il y a tout ça qui s'est accumulé. Ils ne s'en souviennent pas, mais c'est présent. Alors, je ne sais pas si ce genre de réponse peut vous satisfaire, mais je dis qu'il y a une telle accumulation de tout, une accumulation de diverses mémoires, que, c'est une ville qui est marquée. Je dirais même, maintenant, j'ajouterai ceci, mais qui est un point de vue tout à fait personnel. Vous savez bien que le désert gagne en Algérie, gagne de plus en plus. Si vous connaissez bien Tlemcen aujourd'hui, c'est presque une oasis. Vous sortez de Tlemcen, vous tombez immédiatement dans des zones désertiques. Or, cela ajoute, si vous voulez, au danger, au risque, au péril que court une ville qui nous est aussi chère. Tlemcen devient de plus en plus une oasis, et je me demande si d'autres villes d'autres villes que Tlemcen en Algérie ne sont pas en train de se transformer en oasis. Et ça aussi, ça change la perception des choses. Voilà, je voudrais terminer. Excusez-moi de la longueur de la réponse. Je vous en prie.
ces jardins, je voudrais préciser ce point, ce jardin magnifique, vraiment idyllique, une sorte de petit Éden, ce jardin, pour ceux qui ne connaissent pas Tlemcen, je le précise, c'était le jardin public, tout simplement. Mais il se trouvait en dehors de la ville et sur les hauteurs. C'était un beau jardin, et vous savez, là, je voudrais me défendre quand même d'une... Oui, d'une allusion, comment dirais-je, d'une tendance qui me serait venue à cette époque-là d'aller rejoindre l'âme sœur ou des choses. Non, moi, à vrai dire. J'y allais tout simplement parce que c'était le meilleur endroit de la ville et on était là où il faisait le plus frais. Et il y a eu, pendant un certain nombre d'étés, précisément un concert de musique andalouse qui était donné là par Cheikh Al-Arabi Ben Saleh. Il arrivait donc avec ses musiciens, il y avait déjà un podium qui était installé pour lui et ça commençait. J'ai toujours aimé la musique andalouse étant donné que je suis moi-même d'une famille, je suis descendant d'un dib qui était aussi à son époque un musicien avec son orchestre, enfin son petit orchestre bien sûr, renommé, etc. J'ai rencontré des amis, alors, et en particulier un ami qui avait une voix absolument splendide, unique, et pour donner ensemble toute la force à sa voix quand il voulait chanter, parce qu'il ne chantait que de l'opéra, c'est pas de la musique andalouse. Et il fallait aller là-bas, à la pépinière, Hartoum. Et il y avait donc un coin, un angle de qui donnait sur, vous savez, d'anciens remparts dont il ne restait que des vestiges du côté de Metchkana, enfin des endroits comme ça. Alors lui, il y allait, mais il avait une force. Bon, comment on l'appelle, ce grand... Non, c'est quelqu'un qui ne s'est jamais fait connaître comme chanteur. Non, mais c'était un ami, il était de mon âge, nous avions donc 15, 16 ans, 17 ans. Et lui, il était passionné, et nous aimions bien ça. Il avait une voix qui aurait pu lui valoir une carrière, et une belle carrière de chanteur d'opéra. Mais ce n'était pas dans la tradition, évidemment, de Tlemcen. Voilà une des raisons. Et quoi? Parce qu'il faisait frais, que dans, je ne sais pas, dans les maisons, dans les cafés. Vous savez, les cafés de Tlemcen n'ont jamais été des endroits vraiment très, très, très attirants, disons. Il n'y avait rien de très agréable dans le café. Bon, on y allait parce qu'il y avait des amis qu'on y rencontrait. Mais alors là, c'était tout. J'ajoute quand même un souvenir du côté opposé à l'angle dont je viens de parler, où mon ami le chanteur allait donner de la voix. Du côté opposé, il y avait une rue, donc c'était toute cette allée des marronniers qui aboutissait, pour ceux qui connaissent Tlemcen, il y avait une maison, une grande maison, un immeuble, de l'autre côté de la rue, face au jardin public. Et là, tous les après-midi, de là venaient des sons de piano. Il y avait quelqu'un qui jouait merveilleusement, soit du Chopin, soit du Schubert. Je n'étais pas en mesure d'identifier, mais plus tard, je l'ai su, et plus tard, j'ai su quelle était la personne qui jouait ça, mais beaucoup, des années plus tard. C'était fini. Voilà, je voudrais finir aussi sur ces paroles.